Bonjour à tous, bienvenue sur ASAP, pas d'invité cette semaine. Je souhaite vous faire un retour d'expérience sur un nouveau métier que j'exerce depuis un an et demi, qui est celui de conférencier. Autrement dit, de la prise de parole en public. Donc je donne des conférences aujourd'hui au sein des entreprises, mais également au sein des écoles, autour d'un sujet qui m'est cher et qui est celui du self-management, autrement dit, de l'organisation personnelle et collective. Petit à petit, j'ai fait évoluer le format de la conférence et j'y ai ajouté une dimension supplémentaire. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui parce que justement le public qui assiste à ces conférences me fait des retours très positifs par rapport à cette dimension que j'ai ajoutée chemin faisant au sein de mes conférences. Il y aura 3 temps dans cet épisode. Un premier temps consacré aux origines de la rhétorique, un second temps sur des aspects un peu plus théoriques, et enfin, cela va nous amener petit à petit vers cet ingrédient, si je puis dire, qui donne un supplément d'âme à vos prises de parole et surtout permet de capter l'attention de votre public, de la maintenir et de le convaincre. C'est parti. Alors revenons sur les origines de la rhétorique, voilà, comme je vous l'annonçais il y a quelques secondes à peine. C'est une histoire assez peu connue. Si on cherche sur Internet, on la trouve, hein. Si on lit le livre de Victor Ferry sur les 12 leçons de rhétorique, il en parle également, évidemment. En fait, la rhétorique est née à Syracuse. Elle est née à Syracuse suite à la tyrannie de deux personnages, Gélon et Hiérion, qui ont chassé les habitants de la ville pour pouvoir octroyer tous les biens et les maisons, évidemment, à leurs mercenaires. Alors évidemment, au bout d'un moment, la population commence à se soulever, se soulève, réussit à chasser les deux autocrates et leur armée. Alors à ce stade, on pourrait se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il ne faut pas aller si vite, justement. Parce qu'une fois qu'on a chassé les deux tyrans, une fois que tous les biens ont été récupérés, comment savoir à qui appartient tel ou tel bien? Comment s'assurer qu'un bijou finalement appartient bien à celle qui affirme en être la propriétaire ou comment être sûr que cette table, par exemple, est bien la propriété d'une famille ou d'une autre? À partir de ce moment-là, le nouveau pouvoir organise un jury populaire afin que chaque membre de la cité puisse venir réclamer finalement ses biens. Et c'est bien à la charge du demandeur de prouver, avec ses arguments, qu'il est bien le propriétaire de ce qu'il réclame. Alors aujourd'hui, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à un avocat pour plaider devant un jury. Mais en ces temps-là, donc je rappelle que nous sommes en 465 avant Jésus-Christ, cette profession n'existe pas. Alors il y a deux personnages qui sont importants dans cette histoire. C'est Corax et son disciple Tisias qui décident de publier un manuel d'art oratoire pour aider chaque plaideur à renforcer son argumentation. Et c'est comme ça qu'est née la rhétorique, qui a ensuite été théorisée par Aristote. Et depuis, alors de Démosthène, 300 ans plus tard, qui combat Philippe II de Macédoine, à Steve Jobs, hein, qui révolutionne nos vies avec un iPhone, de Charles de Gaulle et son discours du 18 juin, par exemple, à Barack Obama, pardon, et son Yes We Can, bah, tous utilisent les mots pour changer le monde. Alors la bonne question à se poser maintenant, c'est comment font-ils pour nous convaincre, ou pour convaincre en tout cas le public qui assiste à leur discours? Et là, on peut se retourner vers la Grèce antique et notamment Aristote, qui nous apprend qu'un discours réussi repose sur 3 piliers. Le premier, bah, finalement, c'est la confiance que le public accorde à l'orateur. C'est ce qu'on appelle l'éthos. Le second, ce sont les arguments que l'orateur soumet au jugement du public, on appelle ça le logos. Et enfin le pathos, qui, comme l'écrit d'ailleurs Victor Ferry dans 12 leçons de rhétorique, est la disposition émotionnelle dans laquelle l'orateur met le public. Et souvent, en entreprise en tout cas, et moi-même au tout début, quand je faisais des conférences, j'ai commis cette erreur-là, c'est de penser qu'une prise de parole, ça repose uniquement sur la présentation logique d'une argumentation, certes étayée par des faits, alors qu'on oublie un ingrédient là-dedans, c'est qu'on est finalement beaucoup plus sensible aux histoires qu'aux arguments. Et c'est d'ailleurs autour des mythes, hein, et des légendes qu'on a fondé nos sociétés, hein, donc nos tribus, nos villages, nos villes et finalement nos civilisations. Si on regarde ce qui se passe dans notre cerveau, en tout cas comment est construit notre cerveau, qu'on soit moins sensible à la logique et plus aux histoires, et pour le coup assez logique. Il y a 3 parties dans notre cerveau. Il y a le néocortex,
qui est le siège de la perception, du langage, de la cognition. Il y a le mésencéphale, qui lui abrite nos sens. Et enfin, il y a le cerveau reptilien. Alors ça, le cerveau reptilien, ça a un héritage de notre lointain passé. Et c'est finalement la porte d'entrée émotionnelle de chaque Homo sapiens qui peuple ce monde, car il est le siège de l'instinct. Et le premier défi de l'orateur, qu'est-ce que c'est finalement? C'est de capter l'attention de son public en parlant à son instinct. Quand on écoute à nouveau, ou quand on relit les grands discours qui ont marqué le XXe siècle ou le XXIe siècle, on se rend compte qu'il y a toujours, à un moment donné dans le discours, une prise de hauteur. Et cette prise de hauteur, elle amène à plus de profondeur. On se rend compte à chaque fois que l'orateur va à un moment donné changer de terrain. Il va changer de terrain, ce qui va réveiller notre instinct. Je vais vous donner quelques exemples. Prenons le discours du 18 juin 1940. Le discours du 18 juin 1940, c'est finalement l'explication du fait que la guerre n'est pas uniquement une guerre franco-allemande, mais une guerre mondiale. C'est-à-dire que, vu de l'espace, si je puis dire, ce que voit le général de Gaulle, c'est une guerre qui n'est pas nationale, mais une guerre qui est internationale. Et c'est ce qu'il explique. Il nous le dit. Il nous dit la France n'est pas seule. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Et à un moment donné, donc là je viens de citer un extrait du discours, il nous le dit clairement, cette guerre est une guerre mondiale. Ça nous amène à un autre point de vue, ce qui va amener à son argument ultime, qui est de dire, aujourd'hui nous sommes foudroyés par la force mécanique, mais nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. On voit que le général ici nous amène à voir les choses d'une autre façon et à envisager le territoire de la guerre plus largement, et ça grâce à cette prise de hauteur. Le second exemple que je voulais évoquer avec vous, c'est celui de Barack Obama, qui au soir de sa victoire du 8 novembre 2008, fait un très beau discours qui est articulé autour de la vie de Anne Nixon Cooper, qui à l'époque a 106 ans. Alors pourquoi il fait ça? Il fait ça pour nous convaincre finalement que l'Amérique, en l'espace d'une vie, une vie certes longue, mais a déjà changé maintes et maintes fois. Je vais vous lire quelques extraits. Elle est née une génération seulement après l'esclavage. Elle ne pouvait pas voter pour deux raisons, parce qu'elle était une femme et à cause de la couleur de sa peau. À l'époque où les voix des femmes étaient réduites au silence et leur espoir rejeté, elle a vécu pour les voir se lever, parler et obtenir le droit de vote. Quand le désespoir a touché la région du Dust Bowl et la dépression du pays, elle a vu une nation vaincre sa peur avec le New Deal, des emplois et un nouveau sens d'intérêt commun. Et cette année, à l'occasion de cette élection, elle a touché un écran avec son doigt et elle a voté. Parce qu'après 106 ans en Amérique, à travers les pires moments comme les meilleurs, elle sait à quel point l'Amérique peut changer. Dans ce discours, également, la prise de hauteur amène à la profondeur. Et on change de territoire, on change de point de vue. Là aussi, on prend de la hauteur. Dans ce discours, là aussi, on prend de la hauteur. Là aussi, on regarde la Terre vue de l'espace. Et au lieu de regarder, comme avec le général de Gaulle, une dimension géographique, on va regarder une dimension historique. Et cette dimension historique, elle nous amène à voir que l'Amérique a changé, et donc, comme elle a changé, elle pourra changer également encore dans les années qui ont marqué la présidence Obama. On pourrait s'attendre à ce que De Gaulle ne parle que de la France, mais en fait, il élargit le terrain du conflit, plus mondial que national, pour montrer que rien n'est définitif. On pourrait aussi s'attendre à ce qu'Obama nous parle des États-Unis de 2008, mais finalement il prend du champ avec l'histoire de son pays pour mieux en montrer les changements, les progrès et donc les changements à venir. Les deux orateurs que je viens de citer déplacent finalement les frontières de leur discours vers un point de vue plus universel afin d'inscrire leur argumentation dans la continuité de l'histoire. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et donc au-delà d'une technique oratoire, c'est finalement, je dirais, l'expression d'une réflexion de fond, mais aussi l'expression d'une solide culture générale. Et donc je finirai par cette citation du général de Gaulle qui me semblait appropriée pour finir cet épisode, c'est que la culture générale est finalement la véritable école du commandement. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ASAP.